Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Et bonjour à tous. Nous sommes ravis de présenter le bulletin astronomique pour la période du 5 au 13 novembre 2023, la quatrième et dernière donc phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Alors, je vais me mettre rapidement tout de suite sur la fiche. Je partage l'écran. On verra plus tard les images. Non, c'est pas celui-là. Voilà. La petite fiche résumée de tous les phénomènes que vous trouvez dans l'article qui est en ligne rapidement ou juste en même temps ou juste avant les vidéos. Donc, vous allez le trouver facilement. Et là, je vous résume tout ce qui se passe en un clin d'œil. Vous voyez tous les événements de la semaine, la date, l'heure, le qui fait quoi, et des détails, et devant quelle constellation ça se passe, et dans quel degré du zodiaque ça se passe. Donc en rose, c'est les phénomènes observables qui concernent les objets du système solaire. Quand c'est la nouvelle lune, c'est pas observable, alors c'est ce qui rythme nos, nos bulletins. Donc, c'est des phases lunaires. Quand la nouvelle lune, j'écris en noir sur son rose, et sinon, c'est écrit en rose. Alors, voyez tout de suite que cette semaine, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est une conjonction Lune-Vénus avec une occultation de Vénus par la Lune dans la matinée, observable avec même des jumelles, un petit instrument, mais voilà, à l'œil nu sera difficile parce qu'il fera jour quand même. Et voilà, ça c'est le scoop. Le 3 novembre, il y a eu l'opposition de Jupiter, l'opposition du Soleil à Jupiter, donc pleine Jupiter. Jupiter est en parfaite condition de visibilité dans le ciel, si ce n'est évidemment les nuages qui le cachent. Donc ça, c'était le 3. Et le 13, et d'ailleurs à propos de Jupiter, on y reviendra, j'espère si on a le temps, c'est qu'on va observer l'inversion des phénomènes de ces satellites une fois passé l'opposition. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On le verra en direct. Et puis, donc Jupiter, et le 13 novembre, donc c'est celle d'Uranus, ce soleil opposé Uranus, le 13 novembre, donc pour la nouvelle lune. On a une nouvelle lune qui démarre sur les chapeaux de roue, on peut le dire, n'est-ce pas? Puisqu'en plus la lune est conjointe à Mars, on met le feu au booster et ça décolle. Grosso modo, ça ressemble à ça dans cette lunaison. On en reparlera. Alors, que se passe-t-il? Donc, la Lune, dernier quartier, dimanche 5 à 9h36. Dernier quartier de lune, donc elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche vers le midi vrai, plus ou moins approximativement, mais vous avez les horaires précis, bien sûr, pour chez moi, il faut bien se localiser quelque part, donc selon où vous êtes, ça se décale un peu, mais ça donne un repère. Donc, et puis après, de jour en jour, la Lune va se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et culminer de plus en plus tard dans la matinée et se coucher de plus en plus tard dans l'après-midi. Elle est en croissant de plus en plus fin. Et si vous avez pu l'observer la semaine qui vient de passer, tous les jours, on la voyait monter dans le ciel. Si vous la regardiez tous les jours à son passage dans une même direction, elle était d'un jour à l'autre plus haute. Elle a atteint sa latitude maximale et sa déclinaison maximale. Elle redescend. Toute la semaine, elle descend, ça descend, ça descend, comme les rideaux de pluie qui nous descendent dessus. Et donc, elle passe maintenant de plus en plus bas. Donc, on la verra cette semaine conjointe à l'étoile Régulus du Lion lundi 11, donc mardi 7 au matin, puisque Régulus et la Lune se lèveront vers 1h du matin. On la voit donc conjointe à Vénus le 9, et on va regarder ça, et on verra la Lune conjointe à l'étoile Spica, donc Alpha de la Vierge, samedi 11 novembre, pareil, au petit matin. Et puis le dernier croissant de lune, le 12, dimanche 12 au matin, donc une petite heure avant le lever du soleil,
le dernier croissant de lune. Après, pour la nouvelle lune, elle est conjointe à Mars, donc je l'ai dit, et bien sûr, c'est invisible, sauf Mars est dans le champ du coronographe Lascaux C3. Que se passe-t-il d'autre en géocentrique d'abord au niveau des planètes? Donc Vénus entre dans le signe de la Balance jusqu'au 4 décembre. Et donc Lune et Vénus sont conjointes en tout début du signe de la Balance, deuxième Balance. Mercure arrive devant la constellation du Scorpion et va y s'y trouver jusqu'au 15 novembre. Évidemment, le passage est étroit, ça ne dure pas longtemps. Et elle entre dans le signe du Sagittaire. Et en héliocentrique, elle entre dans le signe du Capricorne, le 11. Et j'ai oublié de dire pour Vénus qu'elle passait en déclinaison sud. Elle aussi, donc tout ça descend. Voilà, alors on va aller voir sur Stellarium et encore un petit truc, Mars qui passe au nœud descendant aussi de son orbite, lundi 6, donc qui passe en latitude sud et qui sera à son minimum le 12 avril. Et donc l'opposition d'Uranus. Donc des choses à voir en fin de nuit avec la Lune et bien sûr le ciel, mais allons voir ça maintenant, shiftons sur Stellarium. Stellarium, donc nous sommes le 5, je nous ai positionné le 5 novembre à 17h30, donc pour le coucher du soleil, c'est 17h35 chez moi, donc le soleil se couche maintenant de plus en plus vers le sud-ouest, sa course est de plus en plus petite chaque jour, comme vous pouvez le constater. Donc une heure plus tard, à 18h30, eh bien, du côté de l'ouest se couche au Fucus, le Serpentaire, le grand triangle de l'été sur le couchant, Vega, Deneb qui est là-haut encore, Vega, Deneb et Altaïr, et puis Hercule, enfin bon, et Arcturus du Bouvier qui est déjà au ras des pâquerettes à l'ouest-nord-ouest. Donc on se tourne vers le sud, en début de nuit, passe le Capricorne, et juste à gauche, il y a Saturne qui brille aussi de tous ses feux. Donc comme la Lune ne nous gêne pas du tout en début de nuit, puisqu'elle n'est pas là, si jamais le ciel avait la bonne idée de se dégager, tout cela, bien sûr, serait visible. En dessous de Saturne, il y a l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral, qui est assez remarquable. Alors, du côté de l'Est apparaissent Jupiter déjà, puisque Jupiter est passé à l'opposition le 3 novembre. Maintenant, elle se lève un petit peu avant le lever du soleil, chaque jour, le coucher du soleil, chaque jour un petit peu plus tôt, enfin un petit peu plus avant le coucher du soleil, et donc elle est de plus en plus haute dans le ciel en début de nuit, et elle est en pleine situation excellente d'observation, et il y a tout un tas de phénomènes de ces satellites donc à observer tout au long de la semaine. La valse, le ballet des lunes de Jupiter a de quoi nous occuper tous les soirs. Donc, à part ça, se lève au-dessus de Jupiter le grand carré de Pégase et les poissons. Donc, bien sûr, il y a Neptune. Donc, en cette saison, elle est là. Non, c'est Pandore. Oh, pas loin. Pandore, c'est un peu plus. C'est un petit astéroïde. Elle est là, Neptune. Voilà. Donc, on a Saturne, on a Neptune. Les deux sont dans le signe des poissons, mais l'une au début et l'autre à la fin. Saturne devant la constellation du Verseau, Neptune celle des poissons. Et donc, elle change peu de place d'une semaine à l'autre, très peu. On la repère toujours par la tête des poissons, qu'il faut déjà bien localiser en dessous de Pégase. Et puis, en dessous de cette tête des poissons, par un bon ciel, on le voit à l'œil nu, ce petit rectangle. Et à partir de là, deux étoiles qui partent à équidistance de même luminosité à peu près, et Neptune dans le secteur. Donc après, on grossit, on grossit. Et on trouve Neptune. C'est évidemment excellent moment pour observer Neptune en début de nuit, puisque elle aussi, elle est passée à l'opposition en octobre et elle est en excellente condition d'observation. Donc voilà pour l'Est, donc Andromède, magnifique période pour la galaxie d'Andromède. Je remontre vite fait. Au-dessus de cette petite étoile, nous avons la superbe galaxie d'Andromède.
dont on se rince l'œil autant qu'on peut, bien entendu. Puis c'est la plus proche de la nôtre, dit-on, 2 millions d'années-lumière seulement. Donc tout ça du côté de l'Est en début de nuit. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait le crépuscule, mais bon. C'est la nuit noire, je veux dire. Et puis au nord, la grande ours arrive à l'horizon. Le dragon, la petite ours sont complètement à gauche en train de descendre. Et puis nous avons Cassiopée qui monte. Et puis c'est fait. Et puis tout en haut, le haut du ciel, il est là. Il y a Deneb. Deneb passe au zénith, c'est-à-dire au sommet du ciel en début de nuit. Voilà pour le zénith. Et on va aller voir un peu plus tard dans la nuit à signaler l'étoile polaire passe au méridien exactement à la minuit, la nuit du 10-11. Alors le minuit vrai, chez nous en ce moment, c'est 0h35, puisque l'équation de temps atteint son second minimum de l'année, le 3 novembre. Eh bien, le minuit vrai est relativement en avance, en avance de 16 minutes par rapport au midi et au minuit moyen. Ça tombe à 0h35 au méridien de Paris. Et donc, l'étoile polaire, qui n'est pas exactement dans la direction du pôle, mais qui s'en rapproche jusqu'à la fin de ce siècle, passe au méridien exactement à la minuit, la nuit du 10-11, parce que, vous voyez, elle n'est pas exactement, elle devrait être sur ce trait de méridien, là, qui est le méridien nord, lui qui relie le nord au sud. Donc, elle n'y est pas tout à fait, et donc elle tourne autour, et au minuit vrai, donc allons-y, nous allons voir, 23h, 0h30, 0h35, l'étoile polaire passe au méridien, au minuit vrai. Et donc c'est le bout de la queue de la petite ours, je le rappelle, et on la trouve toujours en prolongeant 5 fois. Vous voyez la grande casserole ici, grande ours, corps de la grande ours, les 2 étoiles qui forment le bout du récipient opposé à la queue, et bien on prolonge 5 fois leur distance, donc une fois là. 1, 2, 3, 4, 5, on tombe sur l'étoile polaire. Nous sommes donc arrivés au milieu de la nuit, de cette nuit de début novembre, et au milieu de nuit, eh bien, voilà, Deneb finit de se coucher, Vega est est carrément en train de se coucher, disparaître. Deneb descend, tout ça c'est au nord-ouest. À l'ouest, on a Pégase qui plonge. Saturne se couche maintenant parce que elle va être visible plus. Elle ne va être visible qu'en début de nuit maintenant, puisqu'elle se couche à 1h15, vous voyez. Et puis au sud, en milieu de nuit, eh bien, passe l'Éridan, le grand fleuve céleste, sous la tête de la baleine avec l'étoile Menkar, et surtout, bien sûr, on voit Jupiter qui est pratiquement encore à sa culmination au milieu de nuit, puisqu'elle est à l'opposition. Et puis, on voit arriver et monter encore le Taureau, les Pléiades. Et puis donc, justement, entre Jupiter et les Pléiades, eh ben, nous avons Uranus. Alors, je ne sais pas si je vais tomber dessus comme ça, fastoche, mais c'est par là. Ouais. Donc, pratiquement à équidistance, légèrement plus bas que le segment. Et donc, la planète Uranus également en excellentes conditions d'observation, puisqu'elle est à l'opposition le 13, jour de la nouvelle lune. Et donc, il faut des jumelles quand même pour la repérer sous ces 2 étoiles de la constellation du Bélier, Albutène 4 et Botène. Mais on a surtout Jupiter et les Pléiades comme premier repère. Après, on repère ces 2 étoiles et puis on descend un peu, on trouve Uranus et sa petite bille bleutée, légèrement verte. Voilà. Donc les Pléiades, Aldébaran, les mages d'Orion, voilà ce qu'on voit. J'enlève la grille zénitale. Voilà ce qu'on voit du côté de l'Est. Alors, je me tourne vers l'Est. Voilà, au sud-est, en milieu de nuit, Sirius s'est levé. Au-dessus, nous avons Orion avec les 3 mages, Anita, Kalnilam et Mintaka. Au-dessus, on a Aldébaran qui brille rouge et fort. Bien sûr, à gauche des mages, on a aussi Bételgeuse qui brille rouge et fort. Et à l'opposé, Rigel qui brille bleu et fort. Et puis, au-dessus d'Aldébaran, nous avons les Pléiades.
Et à gauche, il y a la très brillante Capella du cocher. Et puis en dessous, du côté vraiment de l'Est, c'est les Gémeaux qui s'élèvent. Et puis, la Lune se lève en milieu de nuit, puisque nous sommes là encore au dernier quartier. Et du côté du nord, la Grande Ourse remonte maintenant déjà. La Grande Ourse remonte. Et en fin de nuit, on va se remettre un petit coup vers l'Est pour voir ce qui apparaît en fin de nuit, aux dernières heures. Puis on va en profiter pour voir la Lune et ses rencontres de la semaine. Donc maintenant, on va aller de nuit en nuit. Alors je vais aller, on va avancer. Voilà, on va s'arrêter au 6 novembre. 6 novembre. Donc je vais grossir déjà un peu la Lune. La Lune est conjointe à Régulus. Alors on va regarder le matin du 6. Voilà le croissant de Lune encore gros, le 6 novembre au matin, au-dessus de Régulus du Lion. Et puis le lendemain, voilà, la Lune est à gauche de Régulus, donc elle est passée entre-temps en conjonction par rapport au plan écliptique, vous voyez, c'est quand elle est passée là. Et donc le 7 au matin, voilà l'aspect de la Lune qui se trouve maintenant à gauche de Régulus et le croissant est un peu plus fin. Donc ensuite, elle va avoir rendez-vous avec Vénus. Alors, guettons là. Là, il est 2 heures du matin. On va aller à 4 heures. Vénus se lève vers 4 heures du matin. Donc le 2, le 3. Non, que je dis le 6, le 7, le 8. Quand tu veux, la Lune. Le 8, le 9. Voilà, nous sommes le 9 novembre maintenant. En fin de nuit, 6h40. La Lune a un croissant beaucoup plus fin. Et dans la matinée, entre 11h et midi, globalement, en France métropolitaine, c'est variable de, bah, de quelques bonnes minutes selon les lieux. La, la Lune va occulter Vénus. Alors, on va regarder ça. La Lune va occulter Vénus. Alors, je vais me bloquer sur Vénus. Et on va avancer d'heure en heure et on pourra regarder ça. Vous voyez, la Lune arrive sur Vénus. J'ai fait exprès de ne pas grossir la Lune pour ne pas tricher. Et donc, la Lune étant décroissante, elle va d'abord occulter, Vénus va être occultée par le bord éclairé, donc Vénus va disparaître derrière le bord éclairé de la Lune. Voilà, 1 heure plus tard, elle réapparaît dans la partie ombre de la Lune. Et comme le croissant est visible à l'œil nu dans le ciel de jour, eh bien, avec des jumelles, on voit facilement Vénus, donc, qui apparaît du côté, il ne faut pas la perdre, donc Vénus qui réapparaît du côté sombre de la Lune en décroissante, en fin croissant, et donc ça ne fait pas comme une étoile, parce que Vénus a un disque apparent d'une dizaine de secondes d'arc important, elle met une bonne minute à disparaître derrière la Lune et une bonne minute à réapparaître, et on peut timer tous ces instants, ce qui fait faire de grands progrès pour la parallaxe et pour avoir des tas d'informations astrométriques, en fait. Donc, ne manquez pas, parce que vous soyez où que vous soyez, c'est dans la matinée, entre 11h et midi, les horaires sont donnés dans l'article ou les liens pour les obtenir. Donc, ne manquez pas cette occultation de Vénus par la Lune. La prochaine, visible chez nous, sera en 2032. Donc, si c'est dégagé, allez-y, c'est une observation accessible à tous, encore mieux, avec une paire de jumelles. Eh bien, d'autres événements, on va revenir un peu plus tôt. On va revenir en fin de nuit. En fin de nuit. Donc, on les voit comme ça à 5h, 6h du mat. Et on va aller jusqu'au 13, jusqu'au dernier croissant. Donc, le 9 novembre, conjointe Vénus. Le 10, le 11, conjointe à Spica de la Vierge, l'étoile, donc Spica de la Vierge. Et nous sommes presque au dernier croissant, il en reste encore un jour. Je grossis la Lune, il n'en reste plus grand-chose. Un fin croissant de Lune, donc conjoint à Spica.
un croissant de lune qui se lève à 5h30, donc Espica, 5h39. Voilà, vraiment en fin de nuit. Et il nous reste encore un jour avant que la lune ne disparaisse. Le dernier croissant, pardon, est visible le 12 au matin. Vous voyez, oh, dans la lueur de l'aube, bien sûr, mais néanmoins visible à l'œil nu. Donc un croissant assez fin de 1,3% seulement, donc un très fin liseré de lune qui se lève aux alentours de 6h40 pour chez moi, à l'est-sud-est, en bas à gauche de Spica. Et voilà, et c'en est fini pour les spectacles. Je peux vous montrer ce qu'on ne peut pas voir, c'est ça qui est bien, avec Stellarium, à vous montrer au moment de la nouvelle lune, donc le 13, on va aller chercher le soleil, parce que aussi la lune il y a le soleil, la lune, Cérès, il y a du monde. Ainsi que, ah oui, j'avais prévu de vous visionner le soleil à l'heure du dernier quartier et le soleil à l'heure de la nouvelle lune. Alors, allons-y. Je vais enlever le sol, l'atmosphère. Je mets le soleil. Je mets le soleil. Nous allons au 13. Donc, le 13, on voit un petit peu comment ça se présente là. Donc, on a tout près de la lune. Alors, à l'heure de la nouvelle lune, 9h. Le soleil est tout près de l'étoile Zoubenel Genubi. Voilà, il y a l'environnement, c'est l'étoile Zoubenel Genubi de la Balance. Donc le soleil, Mars qui va être conjoint au soleil là donc le 18 novembre, je crois. Et puis la lune invisible donc, puisqu'elle est pratiquement devant le soleil, dans la lueur de celui-ci. Et puis je reviens sur le dernier quartier, parce qu'il y avait aussi à montrer. Alors, voilà, ben, l'alignement, voilà. Ici, Zul Ben El Genubi, vous voyez, le soleil s'est déplacé par rapport à l'étoile et s'est rapproché de Mars. Et nous avions Mercure qui s'éloigne maintenant. Donc, ben, Mercure, visibilité des planètes. Donc, Mercure n'est pas visible. Elle est repassée dans le ciel du soir depuis sa conjonction supérieure la semaine dernière. Et elle est pas, ou même, c'était le 28 octobre, je crois. Ah. Et donc, Mercure n'est pas visible. Dans le ciel du soir, nous avons, alors regardons les planètes, ben, on les a vues tout à l'heure, on a vu Jupiter, Neptune, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus. Les planètes du soir, je vous les ai montrées. La planète du matin, c'est Vénus, donc on l'a bien vue. Et puis voilà, puisque Mercure et Mars ne sont pas visibles. Ah oui, Mercure et Mars étaient conjointes le 29 octobre, oui, et le 28 en géocentrique, le 29 en héliocentrique, tout ça pratiquement aligné avec le Soleil, devant la constellation de la Balance maintenant, le Soleil, mais il n'y est que depuis le 31 octobre. Voilà, alors j'arrête de parler. Encore un petit truc. Un petit truc, c'est pour nos amis de Tahiti, le Soleil passe au zénith à Tahiti, donc à Papeete, à midi, le 11 novembre, et bien, le soleil passe au zénith à Papeete, donc au sommet du ciel, comme toutes les zones situées entre les tropiques, 2 fois par an, un jour bien donné selon la latitude, le soleil culmine Ouais. au zénith, passe tout en haut du ciel et la nuit Je suis, en bas. je suis en train de, je suis en train de voir ça. J'espère que les aboiements de la chienne ne s'entendent pas trop parce qu'elle est casse-pied. Eh bien, on va Ah, partager. Ah, si, je voulais vous montrer encore les lunes de j'ai Jupiter. j'ai pas entendu, hein. Bon, bah, tant mieux. J'ai pas entendu, hein. Bon, bah, tant mieux. On va regarder, oui, le changement des lunes de Jupiter. Donc, Jupiter au matin est du côté de l'ouest. Ce qu'on va regarder,
c'est quand il y a des phénomènes. Je grossis Jupiter. Bon, tiens, ben là, par exemple, on a de la chance. Il semble vouloir y en avoir un. Quand il y a, par exemple, Io qui passe devant Jupiter, alors on va le faire passer. Ah ou non, là, elle rentre dans. Alors, elle est occultée par Jupiter. Io, et puis, Bah oui. elle rentre dans l'ombre et il y a son ombre qui la suit. Non, elle passe, donc transite. Le petit rond Elle passe devant Jupiter. passe devant. Ça, c'est Io, et dans le petit rond noir, c'est son ombre. Une fois que l'opposition. Et là, comme c'est tout Oui. près de l'opposition, nous sommes le 5 novembre, et que c'était le 3 l'opposition, les deux phénomènes sont très rapprochés, mais c'est le transit, donc ou passage d'abord, et l'ombre en deuxième. Tandis qu'avant l'opposition, c'est d'abord le passage de l'ombre, et puis après le transit. Voilà, c'est une observation aussi qu'on peut faire par rapport aux lunes de Jupiter. Il y a plein de choses à observer sur Jupiter. Et d'ailleurs, donc dans les news, il y a plein de nouvelles news, bien sûr. Je vais partager les images. Mais il y a la lettre d'information de l'IMCCE de novembre avec tout un topo pour observer Jupiter. Et moi, pour l'instant, je vais partager avec vous les images que j'ai sélectionnées pour vous. Eh bien, tiens, alors, première image, Vénus, photographiée avec la lunette Arago qui date de 1854, à l'Observatoire de Paris. Ils ont changé la bonnette, c'est-à-dire le support d'oculaire, et voilà ce qu'on obtient avec un instrument restauré de 1854 sur Vénus. Il n'y a pas l'ombre d'une turbulence, l'image est hyper nette, justement, l'avantage d'une lunette. Donc, ça, c'est reporté dans l'article, ça c'est vu. La NASA publie une nouvelle carte de l'hydrographie de Mars, une nouvelle carte interactive. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée, mais la carte est hyper détaillée, vous pouvez zoomer, vous avez les ressources hydrographiques de Mars. Yes. Et une photo de la nébuleuse du Crabe par le James Webb Telescope, donc qui travaille dans l'infrarouge proche. Qu'on peut, je ne l'ai pas mise là, mais comparé avec une photo de Hubble de la même nébuleuse. Donc la nébuleuse du Crabe, c'est les vestiges de la supernova de l'an 1054. Et donc, il y a eu une supernova en 1054 qui a été répertoriée par de nombreux peuples dans le monde, sauf en Occident, on en a perdu les traces, mais bon. Et donc, on observe ça aujourd'hui, et cette évidemment, d'abord, c'est l'objet du catalogue de Messier numéro 1, parfaitement observable en ce moment, puisqu'elle est dans le taureau, la constellation du taureau, très facile à localiser en plus, au-dessus de l'étoile qui fait le bas de la corne du taureau. Ben, tiens, je vais vous montrer avec Stellarium, allons-y. Avec Stellarium, alors le matin, ben, voilà, le taureau, c'est cool. Alors, je remets la forme des constellations, voilà. Et donc, vous voyez, alors là, c'est en fin de nuit. Nous avons donc Aldébaran, je vais me centrer sur Aldébaran. Et puis on voit le V, donc, le V du taureau, c'est ça, là. Et puis si on prolonge la branche d'Aldébaran, ici, il y a une étoile, Tiangan, elle s'appelle. Et là, je grossis, et en fait, et au-dessus, il y a Elnat. Et la nébuleuse du Crabe, elle est là, à peu près, là. Attendez, on va grossir un peu plus. Je l'ai pas cherché, sinon je cherche, mais franchement, elle est pas loin. D'ailleurs, là, voilà. Et donc, elle est ici, facile à trouver et observable avec des instruments modestes d'amateurs. Comme il la représente, mais l'image de Hubble sur laquelle je reviens, bien sûr, de James Webb est particulièrement belle, bien sûr. Et celle de Hubble ne pâlit pas, elle n'est pas dans la même longueur d'onde, mais elle ne fait pas pâle figure à côté, hein, franchement, si vous aurez l'occasion. Alors, l'éclipse de lune du 28 octobre, ben voilà, j'ai trouvé une image de ce que j'ai observé également. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, Christophe? C'est tout ce qu'il y avait à voir. L'éclipse de lune, non. Ouais, Ah cet ouais. assombrissement du bas de la lune. Alors, la lune, là, cette partie-là, passait dans l'ombre de la Terre, et le reste n'était que dans la pénombre. Donc, effectivement, j'ai observé ça, moi aussi. Donc, j'ai mis cette image parce que j'ai trouvé très réaliste. Là, c'était en Bavière, donc pas très loin de chez nous.
Alors, encore, c'est Jupiter par James Webb Telescope, encore donc qui révèle des choses, donc en proche infrarouge, des courants d'air qu'on n'est pas habitué de voir dans les longueurs d'onde dans lesquelles on observe habituellement, et avec une surchauffe là, au pôle. Et c'est des nuages de très haute altitude. Bon, il faut relire la légende, bien sûr. Et voici, et donc ici, vous reconnaissez la grande tache rouge, particulièrement bien visible aussi dans ces longueurs d'onde. Et puis ça, c'est une photo d'amateur de la nébuleuse de l'Aigle. Alors, vous voyez comme elle est splendide, cette photo, hein. C'est d'un détail. Voilà tout ce que je partage avec vous comme image. Ah ben non, il y en a encore une, c'est Neptune. Neptune, toute simple, une petite Neptune, voilà, telle qu'on peut l'observer actuellement avec son plus gros satellite, donc Triton, ici. Photo simple, mais bien évocatrice de ce qu'on peut même voir à l'oculaire. Ça, voilà, il faut bien grossir un bon instrument, bien collimaté, et on peut obtenir ça. On va voir. Et donc, là, en photo, bien sûr aussi. Voilà, mais j'arrête là le partage de toutes ces belles choses. Je te remercie, Christophe, de ton attention. Je remercie tout le monde de ce bulletin astronomique. J'espère qu'il vous instruit, que vous n'êtes pas trop perdu. Je montre ce qui semble très... Enfin, ce qui... je colle pas à pas au phénomène. Alors, je vous montre ce qu'il y a à observer. Et puis, du côté de l'actualité spatiale, ah oui, un petit bref, très bref résumé de l'actualité spatiale avant de se quitter. Donc, eh bien, sur la Lune, on a d'abord les Chinois qui ont fait un changement d'équipage sur leur station spatiale, Shenzhou 16, Shenzhou 17 maintenant, avec le plus jeune équipage de cette station. Sur la Lune, la mission lunaire indienne qui a super bien fonctionné, super atterrissage, a néanmoins formé un halo sur la Lune qui est visible, voilà, qu'on a observé que ça va créer un super halo sur la Lune. Sur Mars, un objet non identifié s'est accroché à l'hélicoptère Ingenuity. On attend de savoir la suite. C'est un article du mois dernier que j'avais loupé, mais je n'ai pas vu la suite de l'histoire. On avance sur la compréhension du cœur de Mars grâce à la mission InSight qui est maintenant qui s'est maintenant arrêtée. D'ailleurs, ces capteurs solaires étaient complètement recouverts de poussière et elle enregistrait donc les tremblements de Mars, pas les tremblements de Terre. Et donc, on en apprend davantage sur le cœur de Mars, qui est plus petit que ce qu'on avait imaginé. Et puis, le Japon qui se lance sur l'étude des lunes de Mars, donc qui prévoit une mission. Côté de SpaceX, eh bien, les autorisations s'obtiennent. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Blue Origin, Amazon et SpaceX se sont réunis pour aller mettre un peu la pression aux autorités gouvernementales afin qu'ils mettent un peu moins de temps à délivrer les autorisations de décollage qui peuvent prendre 135 jours. Donc, on espère Oh, mais que c'est plus compliqué que ça. j'ai résumé. Mais c'est plus compliqué que ça. On en reparlera tout Oui, à l'heure. oui, oui. Bien sûr que là, j'ai Oui. résumé, mais c'était leur intérêt commun et donc c'est toujours intéressant de voir que des concurrents peuvent s'associer pour un intérêt commun. Et également, donc le Starship pourrait décoller en décembre. Du côté des Starlink atteint le seuil de rentabilité, article Boursorama. Et puis, bon, les projets d'Elon Musk, c'est toujours de faire le Starship atterrisse sur Mars d'ici 3 ou 4 ans. Chez nous, du côté d'Ariane Group, Suzy, un audacieux étage réutilisable, C'est bloqué. même du vol habité chez Ariane Group. Même si la fusée Ariane 6, ça traîne, du côté, il y a des... Oui, mais c'est ça. C'est Ouais. tout le problème. Ah oui, C'est tout le problème, là. Ah ouais. Parce qu'ils sont en train de tout refaire. c'est ça. Bon, je vous laisserai trouver le reste sur l'article. Nous allons nous arrêter là. Ah, je te cherche. Voilà. Merci à tout le monde pour votre écoute.
N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. Merci pour vos tips si vous voulez bien nous aider. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, là, le bulletin courant va jusqu'au lundi, hein, lundi 13 Alors, attends. novembre. Et je proposerai peut-être bien le bulletin le lundi 13, le jour même. Parce que le dimanche, on zappe. Lundi 13, le jour de la nouvelle lune. Oui, sans doute. Mais ça, vous recevrez D'accord. le mail normalement, surtout si vous êtes D'accord. inscrit. Donc, je vous salue. Merci Christophe. Et bonne semaine. Ne perdez pas le moral. La lune descend, mais après elle va Oh, remonter. Ne vous inquiétez pas. Et puis, cette nouvelle lune conjointe à Uranus, enfin Soleil opposé à Uranus et la lune conjointe à Mars, va nous redonner du peps. Allez, ciao, ciao.